yeah, yeah. She was looking like nah, 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 you know what I'm saying? Bonjour à tous et bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jika. Bonjour Jika. Salut Florian. Et Jika, tu es là aujourd'hui pourquoi? Parce que tu as à nous présenter un petit appareil que tu viens de recevoir et qui affole un peu la communauté des gamers ces derniers temps. C'est ça, dont je sais que tu es un éminent représentant. Je dois dire que je suis un nostalgique, comme on dit, quand on est un peu hype. Alors, souvenez-vous, en 94, il y a Sony qui a débarqué un peu dans le game et qui a un peu chamboulé le marché des consoles avec la PlayStation. Alors voilà, pour beaucoup de gens, des gens qui ont commencé le jeu vidéo quand ils avaient 18, 20 ans, ça a été même la première entrée, le premier contact avec le jeu vidéo. Il y a plein d'adolescents qui ont grandi avec cette console. Et évidemment, on est en 2018 et la grande mode, c'est quoi? C'est les rééditions rétro. Il y a eu la NES, il y a eu la Super NES, il y a eu le Commodore 64, la Mega Drive, la Neo Geo. Et là, on passe à la next-gen des consoles rétro. Hein, c'est ça, c'est un peu ça, avec, voilà. Attention. Tada, magnifique reveal. La PlayStation classique. La PlayStation classique, donc comme vous pouvez vous en douter, c'est une version miniature de la PlayStation de 94 qui vient de sortir, hein, là vraiment, qui sort cette semaine. Il n'y a pas dedans, il y a 20 jeux. Il y a 20 jeux et évidemment une connectique moderne. Alors voilà, je te montre la console parce que toi tu la découvres un petit peu. Moi j'ai passé quelques jours avec. Donc c'est une console 45% plus petite. En tout cas selon Sony, on n'a pas vérifié. Spectaculaire. Je les crois, t'as vu comme c'est spectaculaire. Et surtout, pour le coup, c'est vraiment un objet super mignon puisque c'est une reproduction très fidèle de la première PlayStation. Et quand je dis la première, c'est vraiment les tout premiers modèles, à tel point qu'ils ont poussé le vice, ce qu'on s'était dit hier. Petite attention du détail, c'est que les vrais spécialistes de la PlayStation savent qu'il y a eu plusieurs itérations de la PlayStation avec des petites variations esthétiques. Et là, celle qu'ils ont reproduite, c'est vraiment la toute première, avec qui avait pas les logos, qui avait encore écrit Power là et Open, contrairement à celle-ci, vous pouvez le voir. Et donc c'est vraiment une reproduction de la toute première version de la PlayStation, celle qui était sortie en 94 au Japon, en 95 chez nous. C'est ça. Avec même le port série à l'arrière, qui évidemment qui est facile aujourd'hui, parce que ça sert plus à grand chose. Et alors déjà évidemment, à l'époque, ça servait à voilà, rien, en 2018, on n'a plus de RGB ou de sortie vidéo ou de RCA, on a du HDMI évidemment et une console qui est alimentée en micro USB. Dans la boîte, il y a, alors ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il y a deux manettes qui sont là. Pareil, Sony, là, ils ont fait le choix, comme Nintendo, de reproduire exactement les manettes de l'époque, les premières versions des manettes, donc pas de stick analogique, pas de DualShock, pas de vibration. Voilà, moi je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, évidemment la connectique comme USB. Je sais pas ce que t'en penses, mais la reproduction me semble très fidèle. J'avoue que j'ai pas eu l'occasion de remettre la main sur des manettes d'origine pour faire la comparaison. Elle me semble assez légère, et toute petite, mais ça, elle était vraiment petite à l'époque. C'était les caractéristiques de l'époque en fait. Hein, c'est ça. Et je trouve que, mine de rien, c'est fou parce qu'en 94, quand ça est sorti, c'était un peu du jamais vu parce que cette idée de grip pour les paumes a fait beaucoup d'émules, évidemment. Le design de la manette de la PlayStation a finalement peu évolué jusqu'à celui de la PS4 qui est peut-être le plus différent aujourd'hui. Et ça reste une manette qui est extrêmement ergonomique, qui est vraiment super agréable. Le câble, ça c'était souvent un problème sur les consoles rétro, il fait à peu près 1m30. Ça reste un peu juste quand tu es sur ton canapé aujourd'hui. Les mauvaises langues diront que Sony a poussé le vice à copier Nintendo jusque dans les défauts c'est ça, exactement. Des NES et SNES on est à peu près au niveau de la SNES Mini. La NES, elle faisait 50 cm, donc c'était la pire, mais là, on est vraiment sur un câble assez court. Voilà. Il y a aussi, alors c'est tout bête, mais il faut préciser, il y a un câble USB qui est fourni pour l'alimentation, mais pas d'adaptateur secteur, donc il faut avoir un adaptateur de smartphone, fonctionne très bien en USB, et un câble HDMI dans la boîte, ce qui n'est pas forcément très courant, donc ça c'est pareil, c'est à noter. Ça coûte 100 €. Quand même. Voilà. Voilà. Donc là, clairement, c'est assez irréprochable en termes de construction, en termes de qualité. On est vraiment sur une très bonne matos. C'est très exactement ce à quoi on s'attendait. Et c'est vraiment l'objet. Moi, la première fois que j'ai déballé, je me dis, voilà, trop bien. C'est vraiment la PlayStation telle qu'on l'a connue. Voilà. Maintenant, on va l'allumer et on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Donc ça y est, on se retrouve quelques minutes plus tard maintenant, la PlayStation Mini est branchée au téléviseur, il va être temps de l'allumer et évidemment, moi qui n'ai encore jamais vu, j'attends évidemment un truc. Tu l'attends, Est-ce que ils sont obligés. J'espère qu'on va l'entendre avec la caméra. Attendez, on l'allume. Déjà le petit bruit, un peu d'origine, tu vois, ça claque un peu. Je peux entendre quelque chose. Formidable. Donc là, ils ont reproduit le son, ils ont remis le son évidemment de lancement de la PlayStation qui est un peu mythique parce que... Séquence de bout. Et c'est drôle parce que mine de rien, quand on a grandi avec plein de consoles, ces sons vraiment nous rappellent toujours un truc, quoi. Et évidemment, le son de la PlayStation... La PlayStation 1, légendaire parmi les sons légendaires, quoi. Exactement. Voilà, donc là, on est dans l'interface de la console. Alors, premièrement, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est
C'est moche. Non, j'exagère, mais c'est c'est un peu austère en termes de. Peut-être si je peux baisser un peu le son pour comme il y a des petits bruits. C'est un petit peu austère. Ils sont pas foulés. On va dire qu'on est dans le fonctionnel. Voilà, c'est fonctionnel. Voilà. Service minimum. Voilà. Alors évidemment, je sais pas si c'est très judicieux de comparer avec d'autres consoles rétro, mais typiquement chez Nintendo, t'as une petite musique sympathique, t'as un habillage un peu plus coloré. Il y a quand même un truc plus marrant, friendly, c'est que le côté interface circulaire, comme ça, avec des trucs qui tournent, c'est un peu ce que t'avais à l'époque sur les CD de démo. Ouais. Donc peut-être que là aussi déjà. Non, ça reprend un petit peu l'esprit effectivement de l'interface de la PlayStation d'origine. Ça va être rapide parce qu'il n'y a aucune option. Ça déjà niveau émulation c'est un peu décevant. Voilà. Tu t'attends à ce qu'il y ait au moins un petit filtre CRT, un truc, quelque chose. Exactement, voilà, ce qui est le cas sur la plupart des consoles rétro maintenant aujourd'hui, avec plus ou moins de succès, mais même sur la Neo Geo Mini, tu avais un filtre qui faisait de l'anti-aliasing, sachant que c'est de la 3D, un petit anti-aliasing possible, ça aura pas été de trop quoi. Là t'as que dalle, vraiment que dalle. Alors c'est pareil, ça m'a fait rire. En fait tu dis ah c'est super, ils ont mis les modes d'emploi des jeux. Bah non, c'est juste un QR code pour accéder au mode d'emploi des jeux. C'est inutile au possible. Bon après Nintendo faisait la même chose, donc, mais ce serait bien qu'un jour il y a un constructeur qui fasse vraiment avec un truc, avec un guide, voilà. Je télécharge un truc, il y avait le guide inclus dedans, tu pouvais y accéder et tout. Exactement. Le truc c'est quand même super malheureux que sur un produit comme ça, ils ont la matière déjà, Sony, ils ont tout. Tu vas voir que c'est pas le seul défaut là-dessus. Chaque jeu a sa carte mémoire virtuelle, où tu peux sauvegarder, voilà. Et il y a aussi un système de sauvegarde. Alors je t'en parlerai peut-être après parce qu'on va faire le tour des jeux. Il y a 20 jeux donc voilà. On va les passer très vite, mais voilà, il y a Destruction Derby, Final Fantasy VII, GTA, Intelligent Qube, je ne sais pas ce que c'était, Jumping Flash, j'avais oublié l'existence de ce truc, tu vas voir, c'est horrible, Metal Gear Solid évidemment, pour classique, Mr. Driller qui est un puzzle game, Oddworld qui est un bon jeu qui a bien vieilli, Rayman, un classique, Resident Evil Director's Cut, Persona qui n'était jamais sorti, si je ne m'abuse en Europe, Ridge Racer Type 4, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, donc pareil, puzzle game assez cool. Siphon Filter, voilà, un ancêtre du TPS, voilà. Tekken 3, Rainbow Six, Twisted Metal, Wild Arms, un RPG qui, je crois, n'était pas sorti en Europe, mais peut-être que je dis des bêtises. En dehors de Resident Evil, il y a peut-être la moitié des jeux qui sont cultes, enfin je mets un guillemet, qui sont des jeux qui ont marqué un peu le truc, mais il manque énormément de jeux. Ça, en même temps, il allait forcément marquer énormément de jeux parce qu'il y a quand même eu une quantité assez astronomique de jeux qui sont devenus légendaires sur PlayStation. Ils pouvaient forcément pas tous y être, mais c'est vrai qu'on se dit que sur 20 jeux, là, on a quand même un certain nombre. Enfin, je veux dire, Intelligent Qube. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'était un super jeu, Intelligent Qube à l'époque, il n'y a pas de souci. Enfin, bon, c'est pas ça que tu penses quand on te dit PlayStation Classic Mini. Le Rainbow Six, par exemple, qu'est-ce que ça vient faire là? Je suis désolé, le premier Rainbow Six, surtout sur PlayStation, il n'a pas grand intérêt. Oui. Twisted Metal, c'est pareil, c'est une licence qui parle aux Américains, éventuellement, vaguement. Même Siphon Filter, il rejoue aujourd'hui, voilà. je pense que... C'est ça, exactement. Bon, c'est un peu décevant. Au-delà du fait qu'il manque des grands jeux, plein de jeux, c'est surtout qu'il y a des jeux qui sont qui font là. Bon, voilà, ils ont sans doute fait ce qu'ils pouvaient en termes de licence de droit, etc. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi il y a certains jeux. Exactement. Moi, ce qui me dérange aussi un petit peu dans cette sélection, pas dans cette sélection, mais dans cette façon dont c'est fait, c'est que le système de sauvegarde, c'est Rayman, par exemple. J'ai la partie de Rayman qui est en cours. Sur les consoles rétro aujourd'hui, c'est de l'émulation. Là, on est sur du IPCX Rearm, je crois que c'est ça, c'est un émulateur open source. Maintenant, sur tous ces trucs-là, tu peux, en plus d'un système de sauvegarde classique original qu'il y avait dans le jeu, tu peux très facilement, en appuyant sur Reset, là donc sur la console, tu appuies sur Reset, et tu peux sauvegarder à volonté. Voilà, il te fait vraiment un freeze. C'est ça, un freeze. Là, c'est le cas sur la PlayStation, mais le système est très contraignant parce qu'il y a un seul emplacement de sauvegarde par jeu. Et à chaque fois que tu fais reset, il te demande pas, en fait, il sauvegarde automatiquement. Et il te demande si tu veux écraser la sauvegarde d'après. Donc, en fait, il suffit que tu fasses une mauvaise manip, et sans faire exprès, tu peux écraser une sauvegarde que tu n'avais pas envie d'écraser, en fait. Inversement, tu peux oublier de cliquer sur non sans faire exprès et perdre les demi-heures de progrès que tu viens de faire. C'est très très mal fichu. Tu peux pas être à 2 ou 3 sur une partie parce que tu peux pas, chacun peut, tu vois, sur une sauvegarde, sur une SNES, tu as 3 emplacements de sauvegarde différents par jeu. Ou alors simplement il faut utiliser le système de sauvegarde interne au jeu avec la memory card virtuelle, mais les systèmes de sauvegarde de l'époque, on se rappelle qu'ils étaient quand même souvent. Voilà, c'est ça. Dans Resident Evil, il fallait collecter des. Ça a beaucoup vieilli tout ça. Ouais, ça a beaucoup vieilli. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est vraiment un manquement qui est assez incompréhensible aujourd'hui, surtout de la part de Sony, qui fait un produit officiel, un produit qui est censé être travaillé. En fait, cette console, le souci c'est qu'autant elle est très bien travaillée à l'extérieur,
autant tu sens qu'ils ont tout mis à l'extérieur, mais à l'intérieur ils sont vraiment contentés du minimum. Ouais, Et c'est quand même super dommage. Autre, alors comme il y a encore 2 défauts, pareil, sur les 20 jeux, il y en a 9 qui sont en 50 Hz. Donc ils sont basés sur les versions PAL. Donc on précise, à l'époque, explique-toi, toi t'es beaucoup plus calé que moi là-dessus. Explique. Donc à cette époque-là, évidemment, c'était pas encore l'époque des télé HD, tout ça, c'était encore l'époque des bons vieux écrans à tube cathodique, des CRT, et dont les fréquences de rafraîchissement étaient bien sûr en bonne partie contraintes par la fréquence du courant du réseau électrique. C'est ça. Et donc en Europe, on a du 50 Hz. Par contre, au Japon et aux États-Unis, on a du 60 Hz. Voilà, du 60 Hz. Et ce que ça implique surtout après en termes de rendu. Ouais. Et après, donc, ce que ça implique, ça veut dire que tout simplement, les jeux qui étaient développés aux États-Unis et au Japon, c'est-à-dire la très très vaste majorité des jeux à l'époque, ils étaient développés pour un rafraîchissement à 60 images secondes. Et quand ils étaient convertis en version européenne, il tombait à 50 images secondes. Donc ce que ça voulait dire, à moins que la conversion soit bien faite, ce qui était loin d'être systématiquement le cas, c'est-à-dire que le jeu devenait, était ralenti. Il allait à une vitesse 5/6 par rapport à ce qu'on peut jouer. Tiens, on va jouer un 2, on va lancer un Tekken. Tekken 3 donc, fait partie des jeux qui sont à 50 Hz. Et c'est extrêmement... Je sais pas si tu peux appuyer sur Start, tu peux me rejoindre ou pas. Et sur Tekken, ça sent. C'est-à-dire que moi, je prenais toujours Eddie Kundo, parce que c'était le mec qui faisait la capoeira. Moi, je crois que c'était qui? Donc Tekken 3 qui est pour le coup un des jeux de combat les plus marquants de la console, on peut le dire. Oui, Tekken, c'est une série qui a commencé sur PlayStation. C'était pour moi, je raconte un peu ma vie, mais c'est le premier choc que j'ai eu avec la PlayStation en fait. Alors là, on peut voir que c'est super long. Et surtout quand tu as joué, et surtout je pense, on pense aussi aux Américains qui vont acheter la PlayStation classique, parce que les Américains ils ont droit à la même version que nous. Donc ils vont avoir aussi droit. des ROM 50 Hz. Ouais. Alors ça, c'est n'importe quoi. Tu vas sur n'importe quel site américain de review, ils sont tous deg parce qu'ils ont le droit à Tekken en 50 Hz alors qu'eux, ils l'avaient en 60 à l'époque, tu vois. Et le pire dans cette affaire, c'est que voilà, bon là je me suis un petit peu renseigné sur la question, c'est que en fait, non seulement c'est des ROM 50 Hz, mais par contre la console elle-même, ça c'est pour tous les petits geeks de l'audio vidéo qui nous regardent, la console elle-même sort un signal 60 Hz. Donc en fait, il y a une étape de conversion qui est complètement pétée, qui fait qu'à la base j'ai un signal à 50 images par seconde qui est converti à 60, ce qui fait que j'ai même pas une fluidité idéale pour du 50 images secondes. Donc en fait, il n'y a vraiment pas grand-chose qui va, quoi. C'est ça. Notamment, il y a Digital Foundry qui fait souvent des tests très poussés en termes de framerate et tout. Ils ont noté que sur Ridge Racer, il y avait des drops, des chutes de fluidité qui étaient vraiment gênants. Je ne sais pas si c'est lié à l'émulation ou à cette histoire de rafraîchissement. C'est sans doute un petit mélange des deux. C'est un mélange des deux. Donc c'est vraiment dommage. Autre chose, alors, c'est lié, mais en même temps c'est pas lié, on avoue avoir beaucoup de versions européennes, l'immense majorité des jeux sont en anglais. Il y a très très peu de jeux en français. Il y a 2 jeux en français qui sont GTA, donc en français, ok super, et Rainbow Six, voilà. Typiquement la mythique VF de Metal Gear Solid, elle n'y est pas, tu vois. Mais qu'est-ce que... Voilà. Vous avez le doubleur officiel, voilà, on l'a retrouvé, le doubleur officiel de Snake dans Metal Gear Solid, souvenez-vous. Cette magnifique... Tu veux qu'on se tire l'oreille? On y croit. Voilà, donc voilà, pas de VF. Alors évidemment, à l'époque, on l'a vu, Metal Gear Solid c'était une VF qui était abominable, mais en même temps qui était drôle. Voilà. La traduction foireuse de Final Fantasy VII, on s'en rappelle. Mais bon, on au moins avoir le choix. Ça aurait été bien qu'on ait le choix. C'est juste des fichiers ROM sur un voilà. Ça pèse pas grand chose. Ils auraient pu nous laisser le choix. Donc voilà. Donc peut-être pour finir, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi c'est quand même une petite déception cette PlayStation classique, dans le sens où c'est un produit que je trouve très joli, mais à partir du moment où tu l'allumes, le charme en fait est un petit peu rompu. Dans le sens où, effectivement, je prends du plaisir à rejouer Resident Evil, moi qui est personnellement un de mes jeux préférés, mais si je jouais à un jeu, je joue au remake qui est magnifique, qui est bien supérieur même au jeu original. Ouais. Et voilà, et du coup, au fait, je me rends compte qu'au bout d'une demi-heure, je sais plus trop à quoi jouer parce que je m'amuse pas vraiment en fait. Le truc, en fait, c'est ça, c'est que moi, quand je regarde toute cette liste de jeux, je pense que honnêtement, il y a 2, allez, on va peut-être dire 3 jeux auxquels je me dis que vraiment aujourd'hui je pourrais rejouer avec plaisir. Et ces 3 jeux, c'est FF7, Metal Gear Solid et Rayman. Et Rayman, ouais. Voilà. Et en fait, le fait de rejouer à ces jeux-là, donc déjà, dont il manque beaucoup de légendes, en fait, il nous remet le nez dans un truc qu'on savait déjà, mais que du coup, voilà, qui nous est confirmé, c'est que cette période des débuts de la 3D, c'était peut-être pas l'âge d'or du jeu vidéo, quoi. Mais c'est normal, parce que c'était une toute nouvelle façon de faire des jeux que les gens découvraient.
Une technologie qui était évidemment très primitive à l'époque pour l'accélération 3D, tout ça. Et tous ces jeux-là, la vaste majorité ont beaucoup plus mal vieilli que les légendes surtout de la période 16 bits. 8 bits à la limite. Oui, 8 bits, il y a encore débat, mais quand tu compares ça à ce que proposait une SNES Mini, c'est vrai que sur la SNES Mini, tu as quand même encore beaucoup de jeux qui sont très agréables à pratiquer aujourd'hui. Peut-être comme beaucoup de ces consoles-là, c'est vrai que c'est avant tout un objet qu'on achète. C'est quelque chose qu'on va avoir chez soi. De toute façon, si vous n'avez pas grandi avec la PlayStation, l'objet vous intéresse pas et vous avez parfaitement raison. Exactement. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Voilà. Après, on est un peu déçus que Sony n'ait pas fait plus d'efforts en termes de customisation, etc. Et puis même de sélection de jeux, quoi. Voilà. Après, voilà, on en discutait beaucoup avant de tourner la vidéo avec JK. Il y a sans doute plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi certains jeux, comme Wipeout par exemple, si on se dit, on parle de jeux légendaires de la PlayStation, Wipeout aurait dû quand même y être. S'il n'y est pas, c'est probablement à cause des problèmes de musique qui sont dans le jeu, en fait, parce qu'il y a beaucoup de musique qui n'avait pas été composée pour le jeu à l'époque, qui avait été licenciée par Sony. Chemical Brothers, je crois, t'avais du Prodigy. Alors ça, c'était dans 2097. C'était après, ouais. C'était à partir de 2097, mais tu vois, même sur le premier, mais déjà, c'était des artistes qui étaient signés en fait par Sony Music et tout. Et donc tout ça pour dire, c'est des musiques dont très probablement Sony aujourd'hui n'a plus les droits. Et si vous voulez renégocier les droits, ce serait un enfer sans nom. Ils vont certainement pas faire ça juste pour une console mini qui va ressortir. Donc voilà, tout plein de raisons qui peuvent justifier pourquoi tous ces jeux légendaires ne sont pas dans la PlayStation Mini. N'empêche que pour nous, le résultat à la fin c'est le même, c'est que on a une sélection qui est quand même très mitigée. Et puis qui, encore une fois, même sur des jeux qui effectivement sont entre guillemets légendaires, qu'on a beaucoup joué à l'époque, qui ont tout l'intérêt nostalgique, le fait est qu'on les relance aujourd'hui, c'est ça. Donc voilà, c'est un truc on peut difficilement conseiller de l'acheter, sauf si vraiment vous êtes complètement fan et que vous voulez l'objet en fait. Vous êtes prêt à mettre 100 € dans une reproduction quasi parfaite de la PlayStation, ok, allez-y. Mais c'est pas avec ça que vous allez vous amuser pendant des heures, quoi. Voilà, l'enthousiasme est total. On vous dit à bientôt. Merci Florian pour ta présentation et ta vidéo, c'était formidable. Merci à toi. Allez, ciao. As and everything started to go right for you. Come on, you know you're happy. I'm telling you, this thing real easy. All you gotta do is catch that groove and it drop on you. You know what I'm saying? All right. I'm sick of all this talking, girl. I told you, it's real simple. It's a real simple equation. Let me say it for you one more time. You feeling me and I'm feeling you. What we gonna do? Shut up. Yeah. Shut it. Shut it.